Salut à vous, bienvenue dans ma forêt. C'est bizarre de dire ça. Salut à vous, alors première vidéo dans la forêt, je suis très content de pouvoir la faire. Ça fait un petit moment en plus qu'on n'avait pas parlé armement. Bon, vous avez vu le sujet de la vidéo, un sujet qu'on m'a demandé depuis très longtemps donc. Alors c'est un sujet sur lequel je vais vous donner un avis qui est le mien et qui je pense sera assez réaliste. Donc c'est à dire que d'un côté, cette vidéo et mon avis va peut-être ne pas plaire d'un côté à Jean Zombie Apocalypse qui voit la meilleure arme de la fin du monde parce que je sais pas quoi, c'est silencieux et on peut récupérer ses flèches, etc. Et de l'autre côté, cette vidéo va peut-être aussi ne pas plaire à Jean Chasse, 60 ans, qui nous dira « Ah mais c'est une arme de braconnier, ça devrait être interdit !» Voilà, donc je vais vous donner mon avis, qui sera ni tout blanc ni tout noir, pour vous présenter au mieux cette arme. Donc l'arbalète, c'est une arme de jet comme l'arc. Donc, à la différence près qu'on a en gros une ergonomie de carabine, c'est ce qui va vraiment différencier ces deux armes, ce qui va amener bien sûr des inconvénients mais beaucoup d'avantages. C'est pour ça qu'historiquement, quand les arbalètes sont arrivées, ils avaient quand même un gros avantage par rapport aux archers. Ça demandait moins de formation au niveau militaire, au Moyen-Âge et compagnie, vous avez compris. Et un pégu avec une journée d'instruction pouvait tomber un noble en armure qui s'était entraîné toute sa vie, comme les archers, mais avec encore moins d'instructions, puisque cette ergonomie de carabine avec le mécanisme qui maintient la corde et qui permet d'avoir une bonne ligne de mire, une bonne visée, permet donc de gagner beaucoup plus en précision et donc d'être performant beaucoup plus rapidement. Là où avec un arc, il faut quand même beaucoup de temps d'apprentissage. Alors avant de poursuivre l'analyse de cette arme, je dois m'attarder sur un point particulier. Cette arbalète m'a été fournie par Attila.com, donc un site marchand où il y a un choix vraiment astronomique de modèles différents. Ils ne font pas seulement de l'arbalète, ils font aussi de l'archerie classique, des arcs et autres matériels. Pour ce partenariat, j'avais le choix entre deux options, soit simplement faire une présentation et ensuite réintégrer le matériel pour avoir ensuite un pourcentage sur les ventes sans que vous ne payiez plus cher, ou deuxième option, garder le matériel et ne pas gagner d'argent. J'ai choisi cette deuxième option, ce qui déjà vous oriente un petit peu sur mon avis, mais restez jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir mon avis global sur cette arme alternative. Alors pour avoir un avis éclairé et réaliste sur les arbalètes, il va falloir les comparer avec d'autres armes à feu ou d'autres armes alternatives, pour y voir du coup les différences et donc les avantages, inconvénients, les points faibles et donc la pertinence d'une telle arme. Alors la première arme avec laquelle j'ai envie de comparer l'arbalète, c'est d'abord l'arc, évidemment, en toute logique. Donc il faut savoir que la chasse à l'arbalète est interdite en France, mais que la chasse à l'arc est autorisée. Parce que donc dans les années 90, en gros, il y a eu un lobbying des passionnés de tir à l'arc, etc., qui ont fait pression, et la chasse à l'arc est devenue autorisée, donc sous condition d'avoir le permis de chasse, plus le brevet de chasseur à l'arc. En Amérique du Nord, il s'est passé un petit peu la même chose. La chasse à l'arc a été autorisée, et quelques années après, eh bien, la chasse à l'arbalète a été autorisée pour les avantages que l'arbalète présente par rapport à l'arc, par rapport du coup à ces différences notables, donc tout particulièrement l'ergonomie d'une carabine qui va changer énormément de choses au tir en situation de chasse. La chasse à l'arc, ça se fait majoritairement à l'affût, en étant parfaitement camouflé, en attendant que le gibier passe en bas de notre affût, pour pouvoir appliquer un tir propre à l'arc, à très courte distance, à 15, 20, 25, 30 mètres. Les chasseurs à l'arc, vous me corrigerez. Donc ça exige d'être très discret, d'être donc camouflé et donc d'être dans les bonnes conditions pour pouvoir au dernier moment armer son arc à poulie le plus souvent, qui permet plus de puissance et plus de stabilité une fois armé, pour ensuite décocher et placer correctement sa flèche à pointe de chasse. Donc ce genre de flèches qui sont donc 3 lames de rasoir pour causer une hémorragie, l'objectif étant de bien placer la flèche pour toucher cœur, poumon, artère, aux zones sensibles pour causer donc une hémorragie létale. Alors, quelle est la différence avec du coup la chasse à l'arbalète dans les mêmes situations, à l'affût, camouflé, gibier qui passe? Eh bien, l'avantage de l'arbalète, c'est pour ça que par exemple aux États-Unis, au Canada, ils chassent aussi pas mal à l'arbalète en plus de la chasse à l'arc, c'est qu'on n'aura pas de mouvement avant le tir. L'arbalète étant préarmée, évidemment,
Au moment d'appliquer son tir, on aura simplement à prendre sa visée et à presser la queue de détente. Donc l'ergonomie d'une carabine qui permet d'être beaucoup plus réactif et beaucoup plus discret en ayant beaucoup moins de mouvements à faire comme l'armement d'un arc. Ce qui permet donc d'éviter de faire peur au gibier et de louper son coup. Dans les pires situations, je sais qu'il y a beaucoup de chasseurs à l'arc qui n'ont pas ce problème, qui arrivent à rester du coup parfaitement discret, à faire un mouvement très progressif et qui s'en sortent très bien. Deuxième avantage par rapport à la chasse à l'arc, ça va être la puissance. Grâce à cette construction qui permet de préarmer le tir, on peut se permettre d'avoir des puissances bien supérieures à l'arc. Les archers, vous me direz les puissances de vos arcs en commentaire, mais là on est sur une arbalète de chasse qui développe 270 livres et donc qui tire les carreaux à 340 fps, ce qui fait du 100 mètres secondes, du 370 km/h. Donc ça tape. Plus de puissance, puisque de pouvoir préarmer le mécanisme, et d'autant plus si on est sur un mécanisme à poulie. Moi j'ai préféré un mécanisme classique, type recurve, et pas un mécanisme à poulie dans un souci de simplicité mécanique, pour pouvoir plus facilement moi-même, du coup j'ai pas de poulie à régler, à changer, il y a une seule corde, enfin c'est beaucoup plus simple mécaniquement, mais c'est vrai que le système à poulie est plus souple, plus puissant, il permet de développer de plus grandes puissances par ses poulies, et en plus de ça souvent plus compact, puisque les arcs des arbalètes à poulie et donc également des arcs à poulie sont plus courts, parce qu'on a ce système de poulie qui vient démultiplier la force, là où une arbalète plus traditionnelle est beaucoup plus encombrante, comme un arc traditionnel. Mais mon choix s'est posé sur un modèle comme ça plus classique. Troisième point, l'ergonomie de la carabine avec le point d'appui supplémentaire, le fait de pouvoir épauler, le fait de pouvoir prendre une visée, le fait d'avoir des organes de visée sérieux, plus classiques par rapport aux organes de visée d'un arc, donc des organes de visée équivalents à ceux d'une carabine, une lunette, un point rouge, ça permet d'être beaucoup plus précis. Ça permet d'être beaucoup plus précis, donc par rapport à l'arc, on a plus de discrétion, plus de puissance et plus de précision. Donc 3 points qui peuvent permettre une chasse entre guillemets plus éthique, en ayant un résultat plus efficace et plus propre, qui se rapproche de la létalité d'une carabine peut-être, en pouvant placer les flèches beaucoup plus précisément et beaucoup plus puissamment qu'à l'arc. Pour la chasse, on a, voilà, petite digression, on a ces coussinets ici dans lesquels vient taper la corde au moment du tir, pour vraiment étouffer le bruit du tir et faire un tir très discret. C'est pas parfaitement silencieux, mais effectivement c'est une arme silencieuse, et c'est pour ça qu'elle peut être critiquée par les gens chasse qui vont dire ah, c'est une arme de braconnier parce que ça fait pas de bruit. Pour rappel, depuis plus de 5 ans, les silencieux sont autorisés à la chasse. C'est pas pour ça que ça va augmenter le nombre de braconniers, je ne pense pas. Donc voilà pour la comparaison avec l'arc. Plus de précision, plus de puissance et plus de discrétion au moment du tir. L'arbalète en plus permet de tirer accroupi, de tirer couché. Les bons groupements que j'obtenais à 45 mètres en tirant avec cette arbalète sur cible, je le tirais couché comme je l'aurais fait avec une carabine. Surtout ces points-là, avantage à l'arbalète. Donc je ne sais même plus si je vous ai dit le modèle, donc ça c'est une Excalibur Mag 340, donc du matos de chasseurs canadiens. Voilà, très simple, très bien fini. Là on est sur de la fibre de verre, aluminium, donc très bien fait. Tout l'arc se démonte là avec une seule vis, pour après facilement la redémonter, ce qui est obligatoire pour le transport, pour ensuite la mettre dans un sac plus compact. Une autre arme avec laquelle j'ai envie de comparer l'arbalète, c'est la carabine à plomb. Pourquoi? Parce que la carabine à plomb a l'ergonomie d'une carabine, ressemble à une carabine de chasse, une carabine de tir. Donc on a la même ergonomie. La carabine à plomb est en catégorie D, donc accessible sans permis, sans licence de tir. Et la carabine à plomb permet de tirer chez soi et de s'entraîner au tir à la carabine sans faire de bruit, et sans trop de danger, en tirant dans une direction sûre, dans son jardin, sur cible, ou voilà.
pour un tir ludique, un tir de loisir ou pour de l'entraînement au tir à la carabine. L'arbalète va faire aussi tout ça assez bien. La carabine à plomb, si elle est simplement utilisée dans un but d'entraînement, sera plus pratique, c'est plus rapide à réarmer, à recharger. Une carabine de fête foraine, vous voyez, le genre de carabine. Sauf que la carabine à plomb, donc en catégorie D, est bridée légalement à 20 joules. Au-dessus de 20 joules, c'est permis de chasse, licence de tir, etc. Même si on peut avoir effectivement des puissances bien supérieures avec une carabine à plomb. L'arbalète, je vous ai donné tout à l'heure la vitesse des flèches sur ce modèle, 340 fps, 100 mètres secondes. Vous pouvez calculer l'énergie cinétique en joules en connaissant le poids du projectile. Les carreaux font un peu plus de 30 grammes. Vous irez voir la formule, vous ferez les calculs. On va développer environ 150 joules. 150 joules par rapport à 20 joules avec une carabine à plomb dans la même catégorie légale. 150 joules sur ce modèle, il y a des arbalètes beaucoup plus puissantes qui sont toujours en catégorie D, ça reste des arbalètes. Donc si on veut une arme alternative en catégorie D, comme une carabine à plomb, en se disant c'est pour s'entraîner au tir, ça fait des économies par rapport à tirer du 22 ou par rapport à tirer des gros calibres, je peux tirer chez moi, et en situation dégradée, ça pourrait me servir à prélever du gibier, et c'est en catégorie D. En cas d'interdiction des armes, j'aurai toujours une arme de catégorie D. L'arbalète sera beaucoup plus puissante dans l'idée de prélever du gibier en situation dégradée, en mode effondrement Mad Max. Si c'est votre vision des choses et votre projet, l'arbalète, pour le coup, sera beaucoup plus puissante qu'une carabine à plomb que vous auriez pu acheter aujourd'hui sans permis de chasse. Vous serez limité à 20 joules, là où avec l'arbalète, sans permis, sans rien, on va avoir une arme létale et qui en Amérique du Nord sert à tomber des chevreuils, des cerfs, des orignaux, des élans, des sangliers, etc. Ma première arbalète que j'ai eue il y a une dizaine d'années, dès que j'étais majeur, en fait, ça a été ma première arme, l'arbalète. J'avais une petite arbalète chinoise, une petite arbalète à moins de 200 €, qui est encore disponible aujourd'hui d'ailleurs. Vous savez, les petites arbalètes en aluminium noir là. Elle faisait dans les 150 livres. Celle-ci, donc, est une arbalète de chasse beaucoup plus puissante. C'est pas avec une carabine à plomb de fête foraine qu'on va tomber un sanglier à l'affût. Bon, là, on est dans des perspectives assez peu concrètes et réalistes, mais qui peut le plus, peut le moins, et qui peut le moins, peut le plus, l'arbalète est beaucoup plus puissante. Troisième arme avec laquelle j'ai envie de comparer cette arbalète, ça va être l'arme de chasse à un coup. Là, on est sur une arme de chasse à un coup, une arme de jet qui est silencieuse. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme arme de chasse à un coup? Le fusil de chasse à un coup. Donc le fusil de chasse à un coup, non, le fusil de chasse à un coup et d'un budget équivalent à l'arbalète, c'est pas la question, c'était juste pour le jeu de mots. Le fusil de chasse fait du bruit et nécessite un permis de chasse pour l'acheter, pour le détenir. Par contre, c'est une arme qui est beaucoup plus polyvalente, plus adaptée à la chasse et qui sera en ce sens beaucoup plus adaptée à nos démarches. S'il fallait avoir qu'une seule arme, alternative ou non, quelle que soit la catégorie, à mon sens, ce serait un fusil de chasse à deux coups. Voilà, ce serait à mon avis la seule arme à avoir, parce qu'on me demande aussi souvent s'il fallait avoir qu'une seule arme, laquelle avoir. Si je dois comparer du coup ces deux armes, imaginons que mon fusil de chasse tire simplement des balles à cochon. Hein. Bon, je ne vais pas parler de la polyvalence du 12 avec la capacité de tirer de la grenaille, d'aller tirer des oiseaux, on peut tout faire avec un 12. Là où l'arbalète donc est limitée dans les pays où c'est autorisé, je ne vais pas aller au canard, je ne vais pas aller faire des pigeons avec mon arbalète, ça sera simplement pour l'affût. Donc le 12 à un coup, catégorie C, donc il me faut un permis de chasse, ou une licence de tir, ou une licence de balle-trappe, et ça fait du bruit, même s'il existe maintenant des fusils qui ont le canon intégralement silencieux, ce qui permet d'être entendu de beaucoup moins loin et de gagner en confort lors du tir, mais je passe là-dessus. L'arbalète catégorie D est beaucoup moins polyvalente, mais on voit qu'elle est quand même capable de tomber du grand gibier, comme un 12 à un coup chargé avec une sauvestre, qui sera beaucoup plus puissant évidemment. Alors vous voyez que j'ai comparé l'arbalète avec trois armes, avec l'arc, avec la carabinière comprimée et avec le fusil de chasse à un coup. Dans tous les cas, on a des grosses différences et des avantages et des inconvénients dans les deux armes. Donc pour moi, l'arbalète peut avoir sa place, mais vraiment comme arme complémentaire.
lorsque on est prêt à prendre une carabine à plomb, lorsqu'on est prêt à prendre un arc, en plus de ses armes à feu, comme arme complémentaire à ses armes à feu, l'arbalète peut trouver sa place dans ce sens-là, comme arme de loisir, comme arme de tir, de loisir chez soi. Et en situation dégradée, ça fera toujours une arme en plus qu'on ne pourra pas nous confisquer et qui pourrait servir à nourrir sa famille ou voilà, mettre à manger sur la table comme dirait l'autre. Quelque chose que l'arbalète ne va pas du tout faire et ne va pas du tout bien faire, ça va être la défense. En arme alternative de catégorie D, je préférerais 1000 fois avoir un revolver à poudre noire qu'avoir une arbalète. Bien sûr, pour la défense, on a une arme à un seul coup, qu'il faut préarmer, qui demande du temps. Donc c'est une arme qu'on ne peut pas utiliser dans l'urgence. C'est une arme qui est très encombrante, donc qui va être tout à fait inadaptée à de la défense en intérieur. Mais si on n'a que ça, si on est sur un point fixe et qu'on veut interdire un accès à un couloir, bon, on peut imaginer toutes les situations, mais évidemment, ce ne sera pas l'arme la plus adaptée à une situation de défense au domicile ou à d'autres endroits en situation dégradée. Mais pour moi, donc, pour conclure cette longue discussion, ça sera une arme intéressante comme arme donc complémentaire, en plus de vos armes à feu, surtout qu'une arbalète premier prix commence à moins de 200 €. Donc pour le prix d'une carabine à plomb, vous pouvez donc qui tire aussi un seul coup et qui sert à tirer dans le jardin, vous pouvez avoir une arme bien plus puissante et capable au cas où, voilà, en cas de confiscation ou si besoin à l'avenir. Allez, assez parlé, on va aller faire quelques tirs, vous allez voir que ça groupe quand même pas trop mal. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous expliquer comment on l'arme, puisque soit vous connaissez déjà, soit vous avez compris. On tire la corde et on vient la cliquer sur la gâchette. La gâchette, c'est pas le petit gna-gna compresse, ça c'est une queue de détente, la gâchette est à l'intérieur. Sauf que là, on est sur une arbalète de grande puissance, une arbalète de grande chasse, et la corde est hyper dure à armer jusqu'au bout, puisque l'arc fait 270 livres. Donc, on doit utiliser ce type de corde qui sert à armer l'arc à notre place, qui sont donc 2 crochets, 2 poignées et 2 poulies pour démultiplier ma force. Et là, je peux armer mon arbalète. Une fois que la corde est armée, idéalement, je mets la sécurité qui va bloquer le départ. On a une double sécurité, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais en gros, il y a une petite pédale à l'intérieur ici qui fait que s'il n'y a pas de carreau, eh bien la queue de détente ne pourra pas déclencher le tir. Hop, et je viens simplement caler mon carreau à l'intérieur. La sûreté est toujours enclenchée, mais l'arbalète est prête à tirer. Alors on va commencer par un tir à 5 mètres, histoire que vous voyez un petit peu le bruit, l'impact à courte distance, et après on prendra un petit peu de distance pour que vous voyez le groupement. J'efface juste la sûreté. Donc vous voyez que ça fait quand même un petit peu de bruit. Et j'ai fait un tir très rapide. La lunette a peut-être bougé sur le transport. On va passer un tir à 15 mètres. Vous voyez la cible est au pied de l'arbre là-bas en face. Je tire debout rapidement. Je vais en mettre une deuxième pour qu'on voit un peu le groupement ensemble sans s'appliquer. Là je l'ai réarmé hors champ avec un jump cut pour vous épargner le temps de rechargement. On va aller au résultat. Bon voilà, j'ai tiré très rapidement la deuxième, j'étais trop bas, je le savais. Mais apparemment le réglage de la lunette n'a pas tellement bougé depuis la dernière fois que j'ai tiré. Donc là vous voyez les 2 premiers tirs, je les ai fait en pointe normale, en pointe de tir. Et la troisième carreau en pointe de chasse. Donc là vous voyez un tir sur cible en pointe de chasse,
Ça ne l'a pas vraiment détérioré du tout, mais c'est évidemment pas à recommander si on veut préserver ses flèches dans le temps. Par contre, pour ce qui est des pointes de tir, d'entraînement, beaucoup plus facile à récupérer dans les cibles évidemment. Là on est sur des pointes toutes simples. Donc vous voyez d'ailleurs que balistiquement ça change beaucoup au niveau réglage selon ce que vous tirez. Mes flèches, mes carreaux de tir, ils sont arrivés là avec le même réglage, avec le même point visé. La pointe de chasse est arrivée là, donc sans doute beaucoup plus lourde. Donc il faudra régler sa lunette en conséquence selon ce qu'on tire et selon la distance. Puisqu'on a une flèche, c'est le cas de le dire, très importante. Donc on a une flèche très importante et très rapidement avec la distance, eh bien les flèches vont tomber comme ça. Donc on a vraiment une portée de 45 mètres maximum de ce que j'ai testé. On peut contre-viser en s'appuyant sur le réticule. Là vous voyez la cible tout là-bas à 25-30 mètres environ. Donc je vais tirer debout aussi. La deuxième, je la tirais accroupie pour être un peu plus stable, même si je suis plus bas pour viser. Ouais, je tirais quand même relativement au jugé à hauteur d'herbe, mais on est dans le visuel de la cible, on va aller voir. Bon, une balle au centre, une flèche au centre et l'autre un petit peu décalée. Je ne sais pas si c'est la première ou la deuxième qui est un peu décalée, mais vous voyez déjà on a un groupement de la taille de ma main à 25 mètres alors que je tirais vraiment à l'arrache. En m'appliquant, j'arrivais à avoir un groupement de la taille d'un point à 45 mètres. On va aller passer côté forêt pour espérer avoir un peu plus de distance. Ok, donc on est environ à 45 mètres, 50 mètres. Je ne sais pas exactement. La cible est tout là-bas sous les feuillages. On est à une bonne distance. Je vais tirer accroupi. Position ISTC. Donc, toujours assez long à armer, hein, bien sûr. Je vais tirer accroupi pour être plus stable et pour que mon carreau passe sous les feuillages, évidemment. Hop. Alors. Donc là, je suis obligé de contre-viser, hein, bien sûr. Touché. Hop. La deuxième, j'ai eu le temps de recharger. Je vais voir si je vois la première dans la lunette déjà. Ouais, je la vois. Allez, on n'a plus qu'à aller au résultat. Donc voilà le groupement. Donc le groupement obtenu à 45-50 mètres, il y a 3 doigts d'écart, allez, une petite main d'écart entre les deux carreaux. Donc avec le bon réglage, le bon appui, là, on peut vraiment arriver à quelque chose de pas trop mal. Là je tremblotais un peu, j'étais accroupi dans les ronces à 50 mètres. Je me rappelais plus très bien exactement de quel point de repère j'avais dans le réticule. J'ai dû en faire 2 différents. Donc c'est pas mal, hein. Il y en a peut-être certains qui n'arrivent pas à faire ce groupement là à la carabine, à 100 mètres. Donc on arrive quand même à être assez régulier, c'est cool. Là j'ai fini mes tirs, je l'ai démonté pour le transport et vous voyez que ça se démonte en un ensemble très compact. On a simplement à enlever ces pièces. Hop. Donc voilà, vous avez vu que ça marchait quand même plutôt bien. Que vous dire de plus? Donc au niveau des mythes à briser, intéressant de faire un rappel là-dessus. Histoire de briser des mythes avec l'arbalète. Premièrement, c'est l'arme de la fin du monde. Là, je vais m'attaquer au Kevin Zombie. C'est l'arme de la fin du monde parce que on peut réutiliser les carreaux. Donc, c'est une arme durable. Je peux tirer à la chasse ou me défendre ou tuer des zombies. Je ne sais pas ce que vous allez me sortir. Et récupérer mes flèches, faire comme dans les séries américaines. Et du coup, c'est plus intéressant qu'une arme à feu. Et en plus de ça, ça fait pas de bruit. Alors, il faut absolument que je brise ce mythe-là. Les carreaux, les flèches ne sont pas du tout éternels et réutilisables bien longtemps.
Déjà, si on ne tire pas sur une cible adaptée, on va très rapidement le détruire, ce trait. Et même en tirant sur une cible adaptée, une cible de tir ou sur du gibier, vous réussissez votre coup à chaque fois. Et en plus, la pointe de flèche ne se casse pas. Hein, les lames de rasoir ne touchent pas d'os. Enfin, vraiment, elles restent parfaitement intactes à chaque tir. En réalité, j'estime à environ une dizaine, une vingtaine de tirs la durée de vie d'une flèche. Cette flèche-là, j'ai fait une vingtaine de tirs avec, sur cible. Et même si le fût est toujours bon, ne s'est pas cassé, on a rapidement l'empennage qui va se décoller, ou alors la pointe qui va se détériorer, ou au bout d'un moment, ou alors vous allez louper votre tir, la flèche vous allez la perdre, ou vous allez la casser sur un tronc, sur quelque chose, ou alors elle va se planter dans du bois ou quelque chose, vous allez vouloir la récupérer, vous allez la casser, vous allez perdre la pointe, ou c'est pas vraiment réutilisable. Il y aura toujours un moment où le carreau, vous l'aurez perdu ou vous l'aurez définitivement détruit. Alors ok, on peut les réutiliser plusieurs fois par rapport à une balle qui sera à usage unique. Mais il faut vraiment, à mon avis, se poser la question d'un point de vue de capacité d'emport et d'un point de vue économique. Une flèche aujourd'hui, si je prends la flèche la moins chère, de l'aluminium, creux avec une pointe toute simple, on va être à minimum 5 € la flèche. Pour 5 €, je peux avoir 50 cartouches de 22 long rifle. Est-ce que cette flèche va résister à 50 tirs sur différents matériaux, dans toutes les situations, dans tous les terrains, dans tous les milieux? Je ne crois pas. Par contre, ma boîte de 50 cartouches de 22, dans une 22, je vais pouvoir faire mes 50 tirs avec, pour le même budget. Moi j'ai envie de voir les traits comme des balles de grande chasse. Les calibres de grande chasse, on va être entre 1 € et 5 € la balle. Une boîte de 20 peut vite coûter 100 € maintenant, dans les plus gros calibres. Donc cette flèche à minimum 5 €, parfois 10 € ou plus, hein, voilà, si on a du carbone, pointe de chasse, etc. La flèche, je vais pouvoir faire ok, une dizaine de tirs avec, donc ça divise le prix par 10. Donc une flèche qui coûte 10 €, je fais 10 tirs avec, elle survit à 10 tirs, ça fait 1 € le tir. Donc 1 € la balle. Donc le même prix qu'une... vous comprenez ma logique, le même prix qu'une cartouche de chasse. Qu'une 300, qu'une 7,64, etc. Donc c'est comme ça qu'il faut le voir, comme un projectile qui, si tout se passe bien, va être réutilisable. Mais au moment où on le tire, il est perdu dans la nature. Partez du principe quand vous tirez un carreau d'arbalète que potentiellement vous ne le récupérez jamais. Si vous le récupérez, tant mieux pour vous, mais il ne faut pas compter dessus et il faut prévoir large. Il faut prévoir large. En plus de ça, une flèche ça fait quand même du volume. Si vous voulez en trimballer une dizaine, une vingtaine, ça fait tout de suite un beau paquet de flèches à se trimballer dans un carquois, dans le sac ou je ne sais pas où. Les munitions prennent beaucoup moins de place. Et au niveau de la discrétion, vous avez vu au niveau des tirs, ça claque quand même, donc des petits calibres avec des silencieux feront quasiment la même signature sonore. Donc voilà, c'est pas l'arme parfaite, l'arme de l'apocalypse, l'arme ultime, bien au contraire. Donc en gros, ça va être là les deux seuls rôles de l'arbalète pour nous, donc c'est pour ça que j'y vois une arme complémentaire. Une arme en catégorie D, donc qui n'est pas enregistrée au cas où un jour il y aurait des confiscations, peut-être pas, mais un durcissement législatif progressif qui interdirait petit à petit les armes. Ça me semble intéressant d'avoir des armes complémentaires en catégorie D, arbalète, armes à poudre noire surtout, armes anciennes d'avant 1900 qui sont en catégorie D également, donc d'avoir des backups. Donc en ce sens l'arbalète est intéressante. On peut, voilà, pour moins de 200 €, il y a des arbalètes tout à fait puissantes et létales qui peuvent être des armes intéressantes pour ce qu'elles sont en tant qu'armes de chasse à un coup, comme un arc ou comme un fusil de chasse à un coup, comme une carabine Kiplof, une carabine de gros calibre à un coup. J'ai assez parlé de l'arbalète. Si vous avez des questions en dessous, n'hésitez pas. J'espère que le sujet vous aura intéressé. En tout cas, à mon sens, arme complémentaire qui peut être intéressante si vous avez le budget, si vous cherchez des armes en catégorie D au cas où, en complément de vos armes à feu. Regardez un petit peu les modèles, je vous mets le lien en dessous pour l'armurerie, pour l'archerie qui m'a fourni donc, ce modèle. Allez voir s'il y a un petit modèle qui vous plaît. En tout cas, moi je ne gagnerai rien sur les arbalètes que vous pourrez
acheter. En tout cas chez attila.com, il y a quand même du choix, ils sont très sérieux et j'ai été livré en 3 jours. Voilà, et les tarifs sont pas dégueux, comme ils font du volume je pense, donc assez intéressant. Donc allez voir tout ça. Donc si vous avez des questions sur l'arbalète, n'hésitez pas. Quant à moi je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, faites attention à vous, faites pas les cons avec ce genre de matos. Faites du tir dans le jardin pour le plaisir, voilà. Allez, prenez soin de vous, à très bientôt.